Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil Politique, le rendez-vous hebdomadaire de Radio Soleil. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h30, format un peu exceptionnel aujourd'hui, format d'1h30, en compagnie de François Asselineau. Bonsoir, monsieur Asselineau. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Vous allez donc être interrogé par Moustapha Kessous. Ah bon? Bonsoir, je savais pas. Voilà, journaliste au Monde. Et puis Karim Bouhamran, chroniqueur politique, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bien sûr, vous pouvez réagir dès 18h30 au 01 43 48 43 43 01 43 48 43 43. Bien sûr, dès 18h30. Et sur la page Facebook de Radio Soleil, et puis aussi celle de l'UPR, a priori, qui est très dynamique. François Asselineau, président de l'UPR, parti de tradition gaulliste. François Asselineau, en tant que président, est-ce que vous considérez-vous comme l'héritier du général de Gaulle ? Non, je l'ai déjà dit souvent. Personnellement, je cite souvent Charles de Gaulle parce que je pense, avec quand même un certain nombre d'éléments à l'appui, je pense que c'était certainement le plus grand homme d'État français du XXe siècle. Mais il s'inscrivait en fait dans une très longue tradition historique française qui est celle de l'indépendance nationale. Donc on peut, derrière de Gaulle, il y a Gambetta, il y a Jaurès, et puis il y a les soldats de l'an 2, et puis il y a même si voilà des Capétiens, voilà Philippe le Bel, voilà Louis les XI, Mérovingiens. Peut-être pas les Mérovingiens, mais on peut quand même au moins remonter au minimum jusqu'aux Capétiens. Voilà. Alors si par ailleurs, moi je ne me revendique pas spécialement du général de Gaulle parce que nous avons créé un mouvement de large rassemblement et parmi nous il y a un certain nombre de personnes qui n'apprécient pas de Gaulle. En réalité, la personnalité de Gaulle maintenant elle fait un quasi-consensus dans la société française pour la période 40-45. Et encore, il y a encore des franges très extrêmement minoritaires de l'opinion, des gens qui sont anti-gaullistes pour cette époque, mais c'est vraiment l'extrême droite. Et puis, en revanche, sur la période des années 60, le bilan de Gaulle est plus contesté. Il a commis des erreurs. Sa gestion de la guerre d'Algérie suscite encore, avec 40 années après, suscite encore 50 ans après bien des problèmes. Et puis, il était considéré comme ayant une gestion un peu socialement rétrograde. En réalité, ce que je note moi maintenant, c'est que la politique actuelle du gouvernement français, elle est d'extrême droite. Si on compare à ce que faisait de Gaulle, c'est une politique qui est effarante. On est actuellement dirigé par un gouvernement d'extrême droite. C'est en tout cas ce que je considère. Sur quel point, par exemple ? Sur tous les points. On a un gouvernement qui s'inscrit d'ailleurs dans la même lignée du précédent, c'est-à-dire de celui d'un président de la République précédent, c'est-à-dire de Nicolas Sarkozy. Quel que soit le secteur d'activité que vous regardiez, ou à peu près, sauf peut-être pour les problèmes sociétaux, mais quel que soit le secteur d'activité, vous avez un gouvernement qui démolit les droits sociaux des gens, les acquis sociaux, qui remet tout en cause sur la pression des traités européens, et qui par ailleurs participe à des coalitions bellicistes et néocoloniales sous la pression de notre appartenance à l'OTAN, s'aligne derrière les États-Unis d'Amérique, va bombarder les régimes qui ne lui plaisent pas, par ailleurs ment effrontément, verrouille les médias français, les grands médias d'une façon absolument extravagante. On est d'ailleurs tombé à la 39e place, je crois maintenant, des pays en classement en termes de liberté de la presse, selon les critères de Reporters sans frontières qui ne sont pas eux-mêmes d'ailleurs incontestables. Bref, la société française va mal et on voit bien que nous avons un gouvernement qui, dans tous les domaines, prend des mesures qui auraient été inimaginables. Il y a encore une quinzaine d'années, les gens auraient hurlé au fascisme. Alors aujourd'hui, l'UPR, c'est plus de 6500 adhérents. Exact. Vous le mettez en avant sur votre site upr.fr. Oui, parce que sinon on ne le met pas en avant sur notre site. Et je me demande qui le mettrait en avant, puisque les grands médias prennent un malin plaisir à ne jamais parler de nous. C'est dommage, parce que nous sommes le seul mouvement politique que nous avons décidé maintenant depuis un certain temps, depuis maintenant au moins 2 ans, de tenir le compte de nos adhérents au jour le jour. Alors j'ai vu en temps réel. Alors justement, c'est une volonté de transparence, de vérité, ou tout simplement une lutte contre
le complexe, qu'on pourrait appeler le complexe du petit parti? Non, je crois que d'abord c'est une volonté de transparence, parce qu'on essaye d'être transparent, d'être vrai, d'être franc. Je crois que c'est un peu une marque de fabrique. Ça, d'abord, ça tient à ma personnalité, je crois, du fondateur, mais c'est aussi les gens qui nous rejoignent sont des gens qui apprécient l'honnêteté, la vérité, la sincérité. Nous, on n'aime pas les combinaisons politicardes, on fait pas de PNL. Je ne sais pas si vos auditeurs savent ce que c'est la PNL. Ça s'appelle la programmation neurolinguistique. Ça consiste en fait à apprendre. Il y a des trucs pour manipuler l'opinion publique, pour leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Ben, nous, on dit que non, la situation est beaucoup trop grave, donc nous, on joue la carte de la franchise, de la vérité. Ceux qui parfois, on l'a vu par exemple sur l'affaire du Moyen-Orient, nous, on a pris des positions très précises. Les extrémistes des deux bords nous l'ont parfois reproché, mais au total, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Et ça, c'est très rare dans la politique française. Alors, si on le fait, c'est aussi, bien sûr, parce qu'on se rend compte que ce système de comptabilité, ce système de compteurs, fonctionne bien, est très apprécié par nos adhérents et j'allais dire est un peu un incitateur aux gens à sauter le pas, parce que dans la société d'aujourd'hui, énormément de nos concitoyens se referment sur leur sphère privée, se referment sur une espèce d'égocentrisme. Tout est fait d'ailleurs pour que ce soit le cas. On parle aux gens de leurs problèmes personnels, on essaye de décrédibiliser systématiquement la politique, comment dirais-je, toute action collective. Des émissions comme les Guignols de l'info, etc., ont eu un côté amusant et libérateur dans un premier temps, mais au bout du compte, année après année, ce genre de choses, plus l'esprit public, plus le fait qu'on voit des repris de justice. Enfin, maintenant, on a l'impression qu'il va falloir être repris de justice pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Donc, voir ce panorama de la société politique française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui est quand même particulièrement vermoulu, eh bien, les gens, ça les dissuade de faire de la politique. Et c'est donc très difficile de faire revenir les Français vers la politique. Nous, on pense qu'ils ne peuvent revenir qu'à la condition qu'on tienne un langage de vérité. Alors justement, comment vous expliquez votre carence de présence dans les médias, et particulièrement les médias audiovisuels? Est-ce que vous vous sentez bâillonné? Je pense que nous faisons partie, paraît-il que ça n'existe pas, mais tout le monde sait que ça existe, je pense que nous sommes sur une liste, un blacklisting. Par exemple, mais qui a établi ce blacklisting? Écoutez, je ne sais pas, mais c'est peut-être vous qui allez me l'expliquer. Moi, je sais pas. Non, mais je sais. Vous êtes, je crois, journaliste au Monde. Oui. Bon. Mais je suis pas au service politique. D'accord. Non, mais c'est quelque chose. Vous allez peut-être leur poser la question. Nous sommes un mouvement politique qui s'est créé il y a plus de 7 ans. Nous avons été l'un des 12 mouvements politiques français à présenter des listes dans les 8 circonscriptions interrégionales aux européennes. Nous avons fait plus de voix que le NPA de M. Besancenot. Ça, ce sont des données que tout le monde peut aller voir. Nous avons été classés en liste diverse par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche, après un examen précis, comme le ministère de l'Intérieur le fait systématiquement. Et nous avons donc un nombre d'adhérents que tout le monde peut aller vérifier. Enfin, on a proposé, d'ailleurs, on a lancé un communiqué de presse pour que l'État prenne l'initiative de faire un audit des partis politiques pour que les Français sachent qui soutient ce parti. Eh bien, en 7 ans et demi, le journal Le Monde, le quotidien de référence, n'a jamais trouvé un millimètre carré de son journal pour parler de nous. Voilà. C'est quand même très étrange. Quand vous voyez les articles de journaux qui sont dans ce journal, qui sont consacrés à des sujets quand même assez futiles, ou quand ça revient en boucle constamment, Madame Le Pen, futile, le Front National. Pas totalement. Et alors, je ne veux pas faire uniquement le procès du journal Le Monde. Ah, merci, c'est gentil. Non, mais par exemple, on a des adhérents, on a chez nous des gens qui vont sur le site du Figaro. Le courrier du Figaro, là, sur le site Internet. On a fait les tests. Hein. On va le faire d'ailleurs avec l'huissier bientôt. Vous postez un truc en mettant UPR, c'est supprimé dans les 5 minutes. Vous mettez le même poste en citant le même texte, en mettant Front de gauche ou Front National, ça passe. C'est bizarre. Ou DLR, ça passe. C'est quand même très curieux. C'est-à-dire que le modérateur est anti-UPR? Écoutez, je ne sais pas. Je vais vous montrer, nous allons faire voilà, et puis vous allez m'expliquer ce qui se passe. Voilà. Et justement, j'en profite pour accueillir Karim Bouhamrane. Bienvenue, Karim.
Mais il y a des garde-fous pendant les élections. Pendant les élections, il y a des garde-fous. En l'occurrence, le CSA. Donc ça veut dire que normalement, le temps de parole, vous l'avez. Non, parce que le CSA définit un autre truc maintenant. Ça s'appelle le concept d'équité, non plus d'égalité. L'égalité, c'est l'égalité. Quand on dit, voilà, il y a égalité entre les candidats. Par exemple, à l'élection présidentielle de 1965, il y avait une égalité. C'est-à-dire que tous les candidats... Tout le monde passait en prime time. Non, tout le monde avait droit à la même temps. Maintenant, le CSA a défini un concept d'équité, c'est-à-dire en fonction de quoi ? À partir du moment où il n'y a plus d'égalité, on bascule dans le subjectif. Est-ce que ça peut être une stratégie politique de dire finalement on est un peu boycotté pour être un peu marginalisé, pour dire finalement nous on dit la vérité, et comme on dit la vérité, les autres n'aiment pas l'entendre, donc on gêne, donc venez vers nous parce que nous avons les solutions. Écoutez, c'est ce que dit aussi un peu Marine Le Pen, elle dit toujours non, attendez, je fais pas le parallèle, mais pas du tout, mais elle dit nous sommes boycottés, on ne nous aime pas, Mélenchon dit parfois aussi la même chose, en plus il envoie parfois vilipender la presse. Je me dis, est-ce que là ça peut être aussi une stratégie ? Non, mais il n'y a pas. Écoutez, la meilleure façon de me contredire, obtenez de moi avec. Je regarderai dans les archives. Obtenez avec l'un des responsables politiques de votre journal. Je suis prêt à lui donner une interview en première page, ou même en dernière page, ou même en page 17. Je suis prêt à donner une interview au journal Le Monde. Vous verrez comment ça se passera. On vous dira non. Voilà. Et moi, je sais que nous avons des communicants qui en permanence essayent de passer. Si effectivement, vous avez raison de rappeler que lorsqu'il y a eu les élections européennes, nous sommes intervenus, le CSA a dû taper du poing sur la table. Et c'est comme ça que j'ai fini par être reçu 4 minutes par Jean-Jacques Bourdin sur RMC, qui d'ailleurs s'était fait un malin plaisir pour me recevoir en même temps que le parti du vote blanc, qui n'a, je ne veux pas le critiquer, mais enfin, il a beaucoup moins d'adhérents que nous, ça n'a rien à voir. Et voilà, donc c'est en réalité ce dont on s'est aperçu, c'est que nous avons des journalistes qui font leur travail, et notamment, et c'est très notable dans tous les médias de la bande FM, enfin un certain nombre de médias de la bande FM, mais également dans les médias de province, on passe assez facilement dans des journaux, dans des radios locales, et vous croyez-moi qu'à chaque fois qu'on le demande et qu'on obtient, on y va. En revanche, on a sollicité un nombre de fois incalculable les grands médias, les grandes télévisions, voilà. C'est extrêmement et difficile. Pourquoi ils disent non ? Ah mais ça je ne sais pourquoi pas. Bah si, à part le nom, pourquoi ils refuseraient votre présence. Mais c'est pas moi c'est quand même pas à moi de répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas me recevoir? Généralement, vous dites quand vous sollicitez quelqu'un et on vous dit non, vous cherchez pas ça. Non mais ils ne disent pas non. Ils vous disent pas non. Ils vous disent une autre fois, bientôt. Voilà, on vous rappellera. Bientôt, oui, non, voilà, oui, voilà. S'il y a monsieur, comment il s'appelle, sur RTL, monsieur Apathy. Monsieur Apathy, il avait dit à l'un de mes collaborateurs, mais il n'y a rien. Et non, oui, on connaît très bien, parce qu'on envoie nos communiqués de presse à des milliers. Parce que vous faites vraiment, vous ne passez pas dans les médias, on en fait beaucoup. Télé, mais par contre, vous faites un véritable buzz sur Internet. Ah oui, mais on envoie. Ça les attire pas en termes de. Bien sûr que si. Attendez, quand on fait un communiqué de presse, on sait, on a un système, on passe par une. Ne serait-ce que pour des questions d'audimat. Un prestataire de service, on sait qu'on a plusieurs centaines, parfois 800, 900 journalistes qui ouvrent systématiquement nos communiqués de presse. C'est quand même curieux qu'il y ait autant de journalistes qui ouvrent des communiqués de presse et que personne ne nous... Enfin, c'est le fruit défendu. Mais j'en sais rien, moi je ne sais pas. Personne ne lit les communiqués de presse peut-être aussi. Écoutez, moi j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas là pour expliquer pourquoi je ne suis pas invité. Moi je trouve que ça n'est pas. D'ailleurs c'est vous qui avez mis le sujet, c'est pas moi qui ai mis le sujet. Non, bien sûr, tout à fait. Non, mais on essaye de comprendre pourquoi. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit, qui avez lancé le sujet. C'est vous qui avez dit aussi au début, avant qu'il vous relance, vous avez dit on n'est pas beaucoup invités. Ouais, dans les médias. Mais la question c'est de dire quand on fait autant de buzz sur Internet, on est plutôt un bon client du web. Comment on a du mal? Pourquoi on n'est pas aussi facilement transposable? Moi, je vais vous dire le fond de ma transposable pensée. Le fond de ma pensée, quand vous dites des vérités, vous n'êtes pas un bon client, faites pas rire. Le fond de ma pensée, c'est que nous présentons un certain nombre de particularités qui sont très, très, très gênantes pour le système. La première chose, c'est que nous sommes des gens sérieux. Moi, je suis... je ne vais pas là pour me vanter, mais bon, j'ai fait une carrière professionnelle dans la haute fonction publique, notamment à l'inspection générale des finances. J'ai été dans des cabinets ministériels, notamment aux affaires étrangères. J'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. Tout ça, ça te montre que j'ai quand même une certaine expérience. J'ai participé à des visites. L'ENA aussi. Vous êtes énarque, je crois. Oui, j'ai fait HEC, j'ai fait l'ENA auparavant.
Et donc, j'ai participé à des visites d'État, j'ai préparé des voyages présidentiels de Jacques Chirac notamment, ou de François Mitterrand avant, à l'étranger, notamment en Asie, en Amérique latine, qui sont des zones que je connais un peu. Donc déjà, je ne suis pas tout seul. Il y a Régis Chaman, qui est l'auteur, c'est un jeune colonel en retraite qui a une cinquantaine d'années, ancien colonel de l'armée de l'air, qui a écrit un ouvrage de stratégie militaire aérienne qui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques. C'est le seul ouvrage en français de cette nature. Vincent Brousseau, qui nous a rejoint, lui, il a été un des 2 économistes au service de la politique monétaire à la Banque Centrale Européenne à Francfort pendant 15 ans. Vous êtes des gens sérieux? Ben oui, on est des gens d'abord sérieux et puis qui connaissons nos sujets. Donc on connaît les dossiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous disons ce que nous voulons et nous voulons ce que nous disons. Et nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. C'est-à-dire que nous sommes le seul mouvement politique français qui s'est créé et qui, depuis lors, le dit constamment, nous voulons faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Point. Et nous n'en varions pas, et ça n'est pas une fantaisie de notre part. On l'explique à l'issue de très nombreuses analyses que j'ai faites avec des conférences qui ont beaucoup de succès sur Internet, en effet. Maintenant, si vous regardez l'offre politique par ailleurs, vous trouverez que nulle part, vous avez des mouvements politiques qui disent la même chose. Aucun mouvement politique français, par exemple, n'explique aux Français que l'on peut sortir de l'Union européenne par un article qui s'appelle l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui est extrêmement précis, qui a toute une série d'alinéas. Je présente dans mes conférences les 3 premiers alinéas. Et récemment, j'ai fait une conférence, je l'ai déjà faite à plusieurs reprises, ça va bientôt être mis en ligne, qui s'appelle Le jour d'après. C'est un peu un clin d'œil au film que vous connaissez, film américain. Une catastrophe. Voilà, pour savoir est-ce que ça va être la catastrophe si on sort de l'Union européenne. Je fais une conférence qui dure 3h30 et j'explique très minutieusement comment ça va se passer. Quelle est la mise en œuvre de l'article 50 ? Et vous savez vous savez ou vous ne savez pas qu'il faut faire une notification aux autres États membres, qu'il faut ensuite entrer dans un processus de négociation pour faire un accord de retrait. Et j'explique devant les gens qui veulent bien venir m'écouter en quoi va consister cet accord de retrait, quels sont les éléments qu'il faut examiner. Ensuite, cet accord de retrait devra être approuvé par le Parlement européen et à la majorité qualifiée par la Commission. Et si d'aventure ça n'était pas le cas, au bout de 2 ans, on en sort de toute façon de plein droit. Alors tout ceci est extrêmement précis et calibré, et nous l'expliquons. Et je signale d'ailleurs au passage, j'en profite pour le signaler, vous avez une menteuse effrontée sur la scène politique française, c'est Madame Marine Le Pen, qui a dit il y a quelques heures sur Euronews, elle a dit exactement ceci, je vais vous le lire si ça vous intéresse. Elle a dit il y a quand même un certain amateurisme à n'avoir pas prévu le processus qui consisterait, suivant la volonté d'un des peuples de l'Union européenne, d'envisager qu'il sorte de cette Union européenne. C'est-à-dire que le Front National, comme nous l'expliquons, ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne. On a fait d'ailleurs un dossier que l'on est en train d'étoffer, où on avait déjà relevé 14 propositions du Front National totalement divergentes, mais jamais le Front National ne propose de sortir de l'Union européenne. Et aujourd'hui même, Madame Le Pen, qui est comme Goebbels, vous savez, c'est-à-dire plus le mensonge est gros, plus il passe, Madame Le Pen, en parfaite collusion avec le journaliste de Euronews, qui est un média très européiste, a osé annoncer qu'il n'y avait rien de prévu. Et ça, c'est pas de l'incompétence, parce qu'elle n'est pas très compétente, c'est vrai, mais Philippot, qui vient en permanence sur notre site pour essayer de piquer nos analyses et se les approprier, a déjà dû lui dire 50 fois ce que c'est que l'article 50. Donc quel est l'objectif ? Eh bien, l'objectif, c'est que le Front National, c'est notre analyse, est un mouvement qui existe et qui est promu dans les médias depuis maintenant les années 1983 pour pourrir le débat et pour faire croire aux Français que vouloir sortir de l'Union européenne, ce que par ailleurs elle ne propose pas, serait être un mouvement d'extrême droite et fascisant. Donc on est dans ce système, je l'ai expliqué 50 fois, les Américains ont inventé ça, ils ont inventé le processus, ça s'appelle la reverse psychology, c'est pourrir un débat en le faisant porter par le croque-mitaine. Question de Karim Bouamrane. J'ai très bien compris l'aspect... petit problème technique. Hein. Karim, on change de micro. c'est les aléas du direct. Hein. Oui, Karim. J'ai très bien compris le sérieux avec lequel l'UPR traduit son programme. Moi, je voudrais non pas revenir sur l'article 50, mais sur la volonté de sortir de l'euro. Est-ce que c'est une posture strictement idéologique, comme l'évoquaient à plusieurs reprises certains souverainistes, ou c'est une posture politique, tactique ? Si oui, quelle serait la valeur ajoutée si vous étiez au pouvoir, la sortie de l'euro ?
Alors, d'abord, nous, on n'a pas des postures, on n'a pas des postures tactiques. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, on juge que la situation est tellement grave qu'on n'en est pas aux postures. Voilà. Ça n'est pas une posture. La sortie de l'euro, ça se traduirait comment ? Ah ben écoutez, il faudrait que vous veniez voir. Je vais présenter ma conférence le jour d'après, dimanche après-midi. C'est sur notre site internet. C'est dans le 13e arrondissement. Toutes les personnes qui veulent venir écouter cette conférence sont les bienvenues. Dimanche après-midi, dans le 13e arrondissement, vous pouvez aller tout voir ça sur notre site. Concrètement, eh bien, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une suspension de la liberté des capitaux. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au moment de la crise à Chypre. C'est contraire à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ça n'a pas empêché les européistes de suspendre la liberté des mouvements de capitaux avec Chypre au plus grave moment de la crise chypriote. Il va falloir réintroduire les monnaies sous forme fiduciaire, billets et pièces. J'explique ça. Vous savez que la France est l'un des plus grands fabricants mondiaux de pièces et de billets. Auberture en fabrique pour 70 pays à travers le monde, donc on n'aura aucune difficulté à fabriquer des billets en francs pour la France. D'ailleurs, on en fabrique en euros pour la France. Et puis, nous ferons un taux de change au taux de 1 pour 1. Et puis voilà. Et puis, vous savez, c'est beaucoup plus facile. Sans rentrer dans la technique, cher monsieur, en faisant l'avocat, non pas du diable, mais l'avocat de l'euro, on va dire, ça a permis... Oui, l'avocat du diable, non. C'est votre avis. Supposons que vous avez parlé d'éléments factuels. Revenons sur vraiment du factuel. Ça a permis un ralentissement de l'inflation, ça a permis freiner les politiques dévaluationnistes qui étaient un peu qui pouvaient créer des déséquilibres sur la zone Europe dans les années 80-90. Vous, concrètement, sortir de l'euro, ça se traduirait par quelle valeur ajoutée sociale pour les Français ? Alors, d'abord en économie, vous savez que c'est difficile de faire des prévisions. Ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Sur le plan politique, j'entends. Vous avez 3 credos. Sortie de l'Union européenne, sortir de l'OTAN et sortir de l'euro. Alors, sortir de l'euro. Pour les Français qui nous écoutent, ça serait quoi pour eux la valeur ajoutée, selon vous, sortir de l'euro ? Sortir de l'euro, ça permettrait progressivement de faire baisser le chômage d'environ 1 à 2 millions de chômeurs. Ça permettrait de remettre à niveau la compétitivité. Vous savez que l'euro actuellement est à 1,25, 1,30 $. C'est à peu près 25 à 30% trop cher par rapport à la compétitivité des produits français. Si on sort de l'euro, qu'on récupère la monnaie nationale, il faudra espérer que ça s'accompagne d'une dévaluation, enfin d'une dépréciation, il n'y a plus de dévaluation maintenant, en taux de change flottant, une dépréciation de l'ordre de 25% de la monnaie par rapport au cours pivot du dollar. Alors vous allez me dire, ça va renchérir les importations. Oui, ça va renchérir les importations. Non, j'allais dire que c'est pas forcément automatique, mais en gros, ça va quand même renchérir les importations. C'est vrai, mais ça va faire baisser considérablement le prix de nos exportations. Et ça n'est pas moi qui le dis. Il y a eu des études qui ont été faites. Une grande étude qui a été faite notamment par Jacques Sapir, qui a été publiée par la Fondation Res Publica, qui est proche de Chevènement, et qui a évalué ce que pourrait. Il a fait 9 scénarios de sortie de l'euro, et il montre que dans les 9 cas, on a une chute très profonde du nombre de chômeurs. On peut gagner entre 1 et 2 millions d'emplois. Il montre également un début de relocalisation des entreprises en France. Il montre que l'impact sur les économies des ménages serait assez faible. Une petite inflation de l'ordre de 4 à 5% pendant les 2-3 premières années avant de retrouver un niveau normal. Le bilan serait en réalité extrêmement positif. D'ailleurs, il n'y a pas que Jacques Sapir. Vous savez qu'au plus grave moment de la crise de l'euro en Espagne, vous avez 8 prix Nobel d'économie, américains, chypriotes, britanniques, etc., qui ont recommandé à l'Espagne de sortir de l'euro. Le problème, je l'ai expliqué dans une de mes conférences qui s'appelle « La tragédie de l'euro », qui est en ligne sur notre site upr.fr, c'est que les monnaies, il y a eu énormément de monnaies plurinationales dans l'histoire, elles ont toujours fini par exploser. Et d'ailleurs, les 20 ou 30 dernières années en sont l'illustration. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, il y avait une monnaie unique qui s'appelait le rouble. Il y a eu 15 monnaies qui se sont créées. Et ceci, il faut comprendre, que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup plus difficile de créer une monnaie commune que de faire le chemin inverse. On voit le Soudan, par exemple, s'est désintégré il y a 2 ans. Le Sud-Soudan, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il a créé sa monnaie nationale en quelques semaines. Donc c'est beaucoup plus facile, surtout lorsque on est dans la situation actuelle qui a été voulue délibérément dès le début par les Allemands, c'est que c'est facilement réversible, puisque tous les pays de la zone euro, et la France en particulier,
ont conservé leur banque centrale nationale et en fait leur monnaie nationale, puisque nous n'avons pas une monnaie unique, nous avons une monnaie commune. Mais j'ai vraiment, excusez-moi d'insister là-dessus, mais j'ai vraiment du mal à saisir le fond de votre pensée. Est-ce que véritablement le sens de votre politique, elle est vraiment idéologique? On sort de l'euro pour revenir sur un côté souverainiste qui a été évoqué dans les années 70 par plusieurs héros du souverainisme à la française? Ou est-ce que derrière vous dites, voilà, je ne suis pas forcément contre la monnaie unique, mais il s'avère que compte tenu de la situation politique actuelle, c'est le meilleur moyen d'arriver à une régression du chômage. Parce que franchement, c'est pas très clair. Moi, je trouve que c'est au contraire extrêmement clair. Je dirais que c'est un mélange des deux, quoique je ne dirais pas que c'est de l'idéologie, nous c'est du pragmatisme. D'ailleurs, je signale au passage que nous récusons le terme de souverainiste, que nous trouvons ridicule. Nous ne sommes pas un mouvement souverainiste. Souverainiste, ça fait ridicule. Ça fait comme si on était libertiste parce qu'on était pour la liberté, droit de l'homiste parce qu'on était pour les droits de l'homme. C'est dépréciatif. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Qu'est-ce qu'on aurait dit est-ce qu'en Algérie, on a dit que le FLN était un mouvement souverainiste? Non. Est-ce qu'on disait du Viet Cong au Vietnam que c'est un mouvement souverainiste? Oui, mais ils étaient en guerre. Est-ce que nous sommes en guerre? Oui, nous sommes en guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand qui l'a dit d'ailleurs à l'un de vos collègues, qui était donc Georges-Marc Benamou, dans un livre qui est apparu en 1997, qui s'appelle Le Dernier Mitterrand. Et c'est une des dernières confidences de Mitterrand au journaliste Georges-Marc Benamou, qui était à l'époque journaliste au Nouvel Observateur. La France est en guerre, mais les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Voilà. Et donc, nous, ça fait partie effectivement de nos analyses. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique pourquoi nous voulons aussi sortir de l'OTAN. C'est que, mais pour revenir à la question qui a été faite, nous voulons sortir de l'euro pour récupérer notre démocratie. Parce qu'un pays qui n'est pas maître de sa monnaie n'est plus maître ni de son budget, ni de ses orientations budgétaires. Et donc, en définitive, il y a une mécanique effroyable qui se met en place, qui a d'ailleurs été voulue par les concepteurs de l'euro, qui savaient que ce serait une situation instable. Et la mécanique, on la voit, elle est en train de broyer notre démocratie. C'est-à-dire que le ministre français des Finances n'est plus qu'un zombie qui est désormais qui obéit au claquement de doigts de la Banque centrale européenne à Francfort et de la Commission européenne à Bruxelles. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens que les Français votent. Voilà. D'ailleurs, c'est la même chose en Italie, en Espagne. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'ensemble de l'Europe est entré en ébullition, parce que les peuples n'entendent pas qu'on leur ait piqué leur démocratie. Mais moi, je croyais, alors vous allez peut-être me dire le contraire, mais moi, je croyais que les pères fondateurs de l'Europe, c'était aussi pour apporter une certaine paix dans cette Union européenne. On était sorti d'une guerre assez effroyable, hein. Il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de millions de morts. Est-ce que vous pensez que c'était un argument fallacieux de dire que finalement nous allons créer une Union européenne? Bon, à l'époque, c'était pas l'UE, mais c'était la CE, je crois, ou peu importe. Est-ce que c'est un argument fallacieux de dire que finalement ça nous a apporté une certaine stabilité, une certaine paix entre voisins européens? Oui, c'est un argument très largement fallacieux. Si il y a eu la paix en Europe occidentale à partir de la Seconde Guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec la construction européenne qui fixait la taille des sièges de tracteurs ou les montagnes de lait. Ça a tout à voir avec le fait qu'il y avait de part et d'autre l'OTAN et le pacte de Varsovie, avec ce qu'on appelait Mutual Assured Destruction, c'est-à-dire la destruction mutuelle assurée du camp atlantiste et du camp soviétique. Donc s'il y a eu, par exemple, on a eu des événements très très graves qui auraient pu embraser l'Europe. Je pense aux événements de Berlin de 1953. Je pense aux événements, à la révolution hongroise de Budapest en 1956. Si ça a été écrasé par le pacte de Varsovie dans les deux cas, et s'il n'y a pas eu de guerre, c'était pas à cause de l'Europe, c'était pas grâce à l'Europe, ça n'existait pas. Le traité de Rome a été signé en 1957. C'est tout simplement parce qu'il y avait l'assurance d'une destruction mutuelle assurée avec des armes thermonucléaires. Voilà. Et alors ça, c'est donc toute la Seconde Guerre, l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est passé comme ça. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, c'est que nous sommes, et vous savez, il y a un proverbe français qui dit « qui veut faire l'ange fait la bête ». C'est-à-dire que les meilleures intentions proclamées se transforment souvent dans leur contraire. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre, vous savez, c'est un jour célèbre, notamment du coup d'État. Lorsque Napoléon III a créé le Second Empire par un coup d'État, il a dit l'Empire, c'est la paix. Lorsque Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, il disait nous voulons la paix.
Lorsque Léonid Brejnev intervenait en Afghanistan, il disait la politique de l'Union soviétique est une constante politique de paix. Ils voulaient tous la destruction. Et actuellement, que veut l'Union européenne? Parce qu'Hitler, je ne pense pas qu'il voulait la paix. Oui, mais actuellement, que fait l'Union européenne? L'Union européenne nous entraîne vers la guerre. Comparer les fondateurs de l'Union européenne et les principaux artisans de l'Union européenne avec les principales personnes responsables de génocide, c'est un peu exagéré. Si vous comparez la grosse crise de 2008, toutes choses égales par ailleurs, par rapport à celle de 1930, s'il n'y avait pas l'Union européenne, on sait très bien qu'il y aurait pu avoir un cataclysme mondial. Non, mais c'est le cataclysme mondial, excusez-moi, il arrive. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, nous sommes entraînés vers des conflits de plus en plus massifs, avec notamment les pays du monde arabo-musulman et le monde russe et orthodoxe. Nous sommes le seul mouvement politique qui attirons l'attention sur le fait que, vous savez, l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye tout le temps. Nous sommes en train de reconstituer exactement les conditions qui nous ont débouché sur la guerre de 1914. Donc ce sera un choc des civilisations. C'est-à-dire qu'en 1914... la France avait signé une alliance avec l'Empire des Tsars. C'était en 1896, l'alliance franco-russe. Il y avait eu l'entente cordiale avec l'Angleterre en 1905. Et là, il y avait une alliance avec entre la Serbie et la Russie. Et tout ce petit monde faisait alliance pour assurer la paix. C'est ce qu'il disait. Assurer la paix face aux méchants. Les méchants, c'était l'Empire austro-hongrois d'une part et l'Empire de Bismarck. Voilà, c'est ce qu'on appelait les empires centraux. Et lorsqu'il y a eu l'affaire de Sarajevo et les courts-circuits ensuite qui en ont découlé, et ce jeu des alliances automatiques, il y a eu une personne en France, c'était Jaurès, qui a dit arrêtez tout, on ne va pas s'entraîner vers la guerre. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et bien maintenant, la situation de nos jours, c'est la même, sauf que, comme les ruses de l'histoire, c'est que c'est plus les mêmes lieux. Maintenant, les lieux, c'est que, notamment les évolutions démographiques ont fait que l'Europe centrale, notamment l'Allemagne, est un pays en décroissance extrêmement rapide. Tous les spécialistes de la guerre savent qu'il n'y a pas de guerre qui risque d'éclater entre des pays vieillissant très vite et un qui est en implosion démographique comme l'Allemagne. En revanche, les guerres risquent d'arriver avec les pays en très forte croissance démographique. On l'a vu justement en 1914. Et là, les pays en très forte décroissance démographique, c'est les pays du Sud. Voilà. Et donc, actuellement, si vous avez l'intelligence de comprendre que l'empire central de nos jours, l'équivalent de l'empire des Habsbourg, c'est le monde arabo-musulman, et que l'équivalent de l'empire bismarckien, c'est l'empire des tsars, et qu'on nous fait croire constamment, c'est le discours officiel, hein, ce sont les méchants. D'ailleurs, on va les bombarder constamment. Hein, au nom de l'Europe, on est allé bombarder la Libye, on a voulu bombarder la Syrie. Nous sommes déjà en guerre contre eux, alors. Oui, mais ce sont les européistes qui nous entraînent. Ce sont les européistes qui nous entraînent dans cet engrenage. On voit que l'Union européenne nous mène à des sanctions contre la Russie, qui est quand même, excusez-moi de le rappeler, la deuxième puissance nucléaire mondiale, et que de dérapage en dérapage, on ne sait pas où l'on va. C'est la raison pour laquelle nous, et j'insiste là-dessus, nous sommes tout à fait pour la paix et nous disons que la meilleure œuvre de paix que nous puissions faire au jour d'aujourd'hui, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, puisque c'est la face militaire de l'Union européenne. C'est ma question. En quoi sortir de l'OTAN et l'Union européenne? Alors, on a bien compris votre analyse géopolitique. On peut ne pas la partager ou on peut la partager. Mais en quoi le fait de détricoter l'Union européenne et sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, ça permettrait de revenir dans un havre de paix? Ça permettra déjà que la France... En une minute, François Asselineau, je suis désolé, parce qu'on va être obligé de marquer une pause obligatoire. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire que la France retrouvera la maîtrise d'elle-même, elle ne sera pas le doigt sur la couture du pantalon pour obéir à l'oncle Sam, et nous n'aurons pas M. Sarkozy qui ira bombarder la Libye, ou M. Fabius qui voulait bombarder la Syrie, ou les mesures que nous prenons actuellement contre la Syrie et la déstabilisation de l'Ukraine. Le meilleur service que nous puissions rendre au monde arabo-musulman, c'est de sortir de l'OTAN pour retrouver et nouer des partenariats du XXIe siècle avec ces pays qui nous sont proches. Je signale au passage, mais j'espère qu'on va revenir là-dessus, qu'une de nos analyses également, c'est que la construction européenne, en fait, est un apartheid qui ne dit pas son nom. Voilà, on va marquer une pause. Soleil politique de 18h30 à 19h30, tous les mardis sur Radio Soleil. Toutes vos réactions 01 43 48 43 43, c'est à vous. De retour dans Soleil politique, émission spéciale en compagnie de François Asselineau. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Voilà, donc échange rude en compagnie de Non, pas rude, non. Courtoisie républicaine. Courtoisie et intéressant. Voilà, en compagnie de Mustapha Kessous
et de Karim Bouamran. Voilà, donc on avait coupé, vous étiez en train d'échanger, Mustapha voulait rebondir, et puis après, on fait intervenir les auditeurs au standard, donc 01 43 48 43 43, on a Youssef, Founzi qui attendent, donc n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos questions. Allez. Alors moi je voulais juste simplement rebondir, vous venez de dire que finalement l'Union européenne était une sorte d'apartheid qui ne dit pas son nom. Or, il y a quand même rarement des espaces dans le monde où on peut circuler dans plusieurs pays sans passeport, en montrant uniquement sa carte d'identité. C'est quand même assez plaisant d'aller en Grèce uniquement avec sa carte d'identité et sans passeport. De se dire que nous appartenons tous à une sorte de même espace, c'est quand même tout l'inverse de l'apartheid. Vous pouvez en convenir quand même. L'apartheid, c'est pas ça. Mais non, attendez. En Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, on pouvait très bien aller de la province du Cap à l'État de libre d'Orange ou bien comment dirais-je, au Transvaal sans passeport. Oui, mais on va dans les mêmes toilettes. Il n'y a pas un toilette réservé pour les Noirs, réservé pour les Blancs et d'autres. Au niveau planétaire, c'est quoi? À Chypre Nord, peut-être. Chypre Nord, je pourrais peut-être vous dire ça, mais là. Est-ce que vous êtes allé voir les frontières de la Grèce et de la Turquie actuellement en cours d'élaboration? Je pense que la Turquie ne fait pas partie encore de l'Union européenne. Non, mais justement, mais la Grèce a construit le long de la Turquie, le long du fleuve Evros, des barrières avec des chevaux de frise, des fils de fer, qui n'a rien à envier au mur de Berlin. Vous savez que c'est quand même un conflit ancien. En 1887, la Turquie avait boycotté les premiers Jeux Olympiques. C'est vrai, mais si maintenant nous allons voir les enclaves de Ceuta ou de Melilla qui sont au Maroc, allez regarder, j'en parle dans une de mes récentes conférences justement sur le jour d'après, regardez les frontières externes de l'Union européenne. C'est pire que le mur de Berlin. Et savez-vous peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques semaines, c'était je crois au début de du mois de novembre, il a été décidé par l'Ukraine post-coup d'État, l'Ukraine pro-européenne, le gouvernement de Kiev, avec financement de l'Union européenne, de construire un projet qui s'appelle MUR. Ça dit bien son nom, c'est un nouveau mur face à la Russie. Donc, l'ensemble de l'Union européenne, les frontières extérieures de l'Union européenne, sont en train de se barricader, exactement d'ailleurs comme les États-Unis d'Amérique le font le long du Rio Grande face au Mexique. Et la logique qui se cache derrière, c'est une logique qui consiste à dire aux Français, vous devez fusionner avec les Lettons, les Estoniens, les ESA, mais en revanche, pas les Arabes. Les Arabes, ils doivent faire l'Union du Maghreb arabe. Pas les Russes, parce que les Russes, ils sont... C'est quoi la logique qui se cache derrière? Moi, je suis désolé, la France, elle a beaucoup... C'est pas ici que je prêche des convaincus. Et tout le monde sait bien que la France a des liens avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, Haïti, le Québec, le Madagascar, le Liban, la Syrie, etc. Beaucoup plus important qu'avec la Finlande, la Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie. Donc, quelle est la logique qui veut que nous devrions nous fusionner avec ces pays? Eh bien, je suis désolé, mais au bout du compte, je ne vois qu'une seule logique, c'est une logique d'apartheid. Ouais. En fonction de la couleur de la peau et de la religion. Alors justement, poursuivons sur ce raisonnement-là. Pensez-vous très sincèrement que le refus motivé depuis plusieurs années par les instances européennes de ne pas intégrer la Turquie dans l'Union européenne est né du fait que c'est un État musulman, ou c'est parce que c'est un État antidémocratique selon les us et coutumes de notre vieux continent? Non, ça c'est le côté démocratique, ça c'est une plaisanterie de garçon de bain. Tout le monde s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est que la construction européenne est pilotée par les États-Unis d'Amérique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'avoir une espèce de domination sur l'Europe, et c'est pas moi qui l'invente, il suffit d'aller lire les ouvrages de Brzezinski, notamment Zbigniew Brzezinski, qui a été conseiller diplomatique de Carter et également récemment d'Obama, qui s'appelle The Great Chessboard, le grand échiquier, qui explique qu'il s'agit de refouler, d'un point de vue géopolitique, la puissance russe au plus profond des steppes eurasiatiques. Bon, l'endigment. Oui, c'est exactement ça. On ne peut pas comprendre l'affaire ukrainienne si on n'a pas ça à l'esprit. Donc, les États-Unis veulent faire coïncider le périmètre de l'OTAN et celui de l'Union européenne. L'article 42 du traité de l'Union européenne, qui d'ailleurs porte bien son nom, c'est le TUE, traité de l'Union européenne. C'est bien comme nom de traité. L'article 42 du TUE place l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Donc, les États-Unis, c'est les États-Unis qui veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Alors, c'est là qu'effectivement, il y a un problème. C'est parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens motivés par des motivations, effectivement, de nature religieuse ou raciale. C'est un rejet assez populaire en Allemagne, en France, etc. Ils disent, on ne veut pas des Turcs.
Et donc c'est pour ça que ça piétine depuis un certain nombre d'années. Mais vous avez vu que ça a été le président Clinton qui l'a dit lors d'un voyage à Ankara au président Suleiman Demirel. Ça a été en 99. Ça a été redit il y a récemment par Obama. C'est les États-Unis qui veulent absolument faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Et je vous signale que la Turquie suit actuellement un processus d'intégration. Elle a reçu au nom des fonds dits de mise à niveau 6 milliards d'euros sur les 8 dernières années. Comme la France paye à peu près 1/6 du budget de l'Union européenne, ça veut dire que les Français ont versé 1 milliard d'euros à la Turquie pour que la Turquie entre dans l'Union européenne. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on aide des pays en voie de développement, bien au contraire. Ce que, en revanche, là où je trouve que c'est scandaleux, c'est que lorsque cet argent est pompé et ensuite est distribué avec le drapeau, vous savez, le torchon bleu aux étoiles d'or, en disant que c'est l'Europe qui donne de l'argent. L'Europe ne donne jamais d'argent. Ce sont les États qui donnent de l'argent derrière. C'est-à-dire que les Turcs ne savent même pas les libéralités que les Français ont fait. Nous disons que... Alors c'est ça. Quelle est votre pensée, quelle est votre position là-dessus? Mais nous disons que de toute façon, ça ne nous concerne pas. Nous voulons avoir les meilleures relations possibles avec la Turquie, comme avec l'Allemagne, comme avec la Tunisie, comme avec le Japon. Nous sommes contre cette logique des blocs. Voilà. C'est une logique des blocs. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur l'affaire turque, c'est qu'il y a la même pensée du côté turc. Il y a beaucoup de Turcs qui n'ont pas envie d'entrer dans l'Union européenne. Et l'une des politiques actuellement stratégiques du gouvernement d'Ankara serait, vous le savez, d'essayer de faire ressusciter du néant l'Empire ottoman, de développer une espèce de pôle turc en allant vers les pays turcophones d'Asie centrale, comme l'Ouzbékistan, le Turkménistan, par exemple. Allez, on va faire intervenir nos auditeurs qui patientent. Alors, Youssef de Nîmes. Bonsoir, Youssef. Oui, bonsoir. Bienvenue dans Soleil Politique. Votre question? Bonsoir, monsieur Asselineau. Bonsoir. Je vous appelle, en fait, pour vous poser la question sur votre position sur la double nationalité concernant les personnes françaises d'origine maghrébine, en fait. Et si vous êtes pour la double nationalité, qu'est-ce que ces personnes pourraient faire qui serait dans l'intérêt à la fois de la France et des pays du Maghreb, à la fois sur le plan économique et sur le plan culturel? Voilà, c'est ça ma question. Merci Youssef qui nous appelait de Nîmes. François Asselineau? La double nationalité, c'est un sujet qui revient souvent, les binationaux. Oui, on leur demande de choisir. Oui, ça n'est pas du tout dans notre programme de remettre la double nationalité en cause. Nous sommes un programme qui proposons aux Français de rétablir la démocratie. Si d'aventure le sujet devait se poser, pourquoi pas? Enfin, ça fait des siècles, j'allais dire, qu'il y a des doubles nationaux, ça n'est pas tout à fait nouveau. Ça serait déjà un petit peu... Je trouve que le débat peut se poser, en revanche, pour des gens qui occuperaient des fonctions de responsabilité. Je trouve, par exemple, qu'un ministre, un président de la République ou un ministre des Affaires étrangères qui aurait une double nationalité, je trouve que c'est déjà plus contestable. Par exemple, Kofi Yagan, l'ancien ministre sous Mitterrand, qui avait secrétaire d'État, Kofi Annan, merci, oui, qui avait cherché à devenir président du Togo. Ça vous gêne, ça? Non, ça ne me gêne pas du tout, d'autant que c'est quelqu'un ou des parlementaires qui aient la double nationalité. Franchement, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, qu'on n'a pas abordé. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez c'est pas un problème selon vous, pour rebondir sur la question de Youssef. En revanche, vous disiez que lorsqu'on arrive à certaines strates de responsabilité, ça peut poser problème. Oui, donc, parce que je pense que quand même, c'est quoi certains strates de responsabilité? Je dis, le président de la République, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, on risque toujours d'avoir une espèce de double allégeance. Donc ça, c'est quand même un problème qu'il faudrait peut-être un jour. Donc ça veut dire que si on reprend pour votre exemple par le haut, on peut reprendre par le bas. Un footballeur Zidane, il pouvait pas jouer contre l'Algérie, par exemple. Non, je dis pas ça. Vous voulez absolument me pousser. Honnêtement, c'est un sujet que nous n'avons jamais abordé. Donc c'est une bonne question d'ailleurs, parce que j'avoue que ça n'est pas du tout au centre de nos priorités. Mais il y a une deuxième partie dans sa question. La deuxième partie dans sa question, c'est que effectivement, nous avons des liens. Avec l'Europe. C'est pas avec vous que je vais le dire, mais je suis allé l'été dernier en mariage de quelqu'un qui est membre du bureau national de l'UPR, Karim Serran, en Algérie. Bon, je suis désolé, quand on va en Algérie ou comme quand on vous a donné le visa pour aller en Algérie? Oui, j'ai eu le visa. Je me suis promené. D'ailleurs, j'ai pas été décapité, pour tout vous avouer. Lorsque je suis allé me promener, c'est des pays qui sont quand même. Enfin, voilà. Alors, il y a eu les soubresauts de l'histoire, c'est vrai, il y a eu des douleurs de part et d'autre, bon, tout ça. Mais maintenant, le temps commence à passer. Ça fait maintenant 40-50 ans après la guerre d'Algérie. Il n'y a pas du tout le même contentieux, comme vous le savez, avec la Tunisie et le Maroc. Et je trouve
au troisième millénaire, nous sommes en faveur de redonner comment dirais-je, de la puissance à nos liens avec nos anciennes colonies, mais cette fois-ci sur un mode qui ne soit plus le mode néocolonial ou autre. C'est vraiment un pôle de résistance, notamment à l'impérialisme culturel anglo-saxon. C'est en tout cas comme ça que je le vois. Alors il y a des gens qui disent tout de suite « Ah oui, vous voulez reconstituer la France-Afrique, etc. » Non, bien sûr que c'est scandaleux la France-Afrique, comme on a pu le dire, c'est-à-dire des collusions entre les dirigeants. D'ailleurs, on m'a posé, je suis allé sur Radio Africa numéro 1, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez du franc CFA? Nous, comme nous sommes très logiques avec nous-mêmes, je dis que le franc CFA a vocation à exploser un jour, comme l'euro, et donc nous, on est tout à fait en faveur du démantèlement du franc CFA. Mais ce qu'il ne faut pas non plus, c'est que, à contrario, c'est devenu maintenant une espèce de tarte à la crème, au nom de ne plus vouloir la France-Afrique. Maintenant, la France est en train de déguerpir de l'Afrique et d'être remplacée par l'Amérique-Afrique ou la Chine. Ça fait très longtemps, ça, déjà. Voilà. Même par l'Inde, etc. Et nous disons que c'est contraire à nos intérêts nationaux, que c'est contraire aussi aux intérêts nationaux bien compris des pays d'Afrique, je le pense profondément, et puis c'est contraire à l'affection, à l'affectivité, aux liens notamment migratoires que révèle cet auditeur, mais aussi commerciaux, touristiques, linguistiques, culturels, et j'en passe. On va terminer. Oui, non, parce que il y avait aussi une question qui était peut-être cachée dans celle qu'a posée Fawzi. C'était, est-ce que vous seriez Youssef, pour... Non, oui, Youssef. Oui, c'était Youssef. Ah ouais, parce que j'ai vu Fonzi c'est le prochain. C'est la question des droits de vote pour les immigrés aux élections locales. Pour les étrangers. Pour les étrangers, pardon. Ouais. Est-ce que... Non, enfin, là aussi, notre programme ne se prononce pas là-dessus, mais là, pour le coup, j'y suis défavorable. Vous êtes défavorable? Oui, parce que je considère que... Donc, ils peuvent payer des impôts, mais ils ne participent toujours pas à la vie de la collectivité. C'est le cas partout, hein, la réciprocité, c'est non, le il y a cas dans pareil. des pays où il y a, des cas de vote. Où on ne vote pas tout court. On vote pas tout court. Par exemple, ça n'est pas le cas dans les pays du Maghreb, par exemple, la réciprocité. Et deuxièmement, ce qu'il faut favoriser, je pense, c'est l'adoption de la nationalité, qui d'ailleurs en France est quand même très facile. Non. Elle est moins facile. Non, elle est moins facile qu'elle ne l'a été. Non, mais c'est-à-dire que vous avez introduit votre propos en parlant de sérieux. Effectivement, encore une fois, sur le plan géopolitique, sur le plan économique, on ne peut ne pas partager. En revanche, c'est argumenté, c'est basé sur des éléments politiques. En revanche, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'accession à la nationalité française, je parle d'un département comme le 93, c'est une gageure. C'est impossible aujourd'hui, et je vous ramène des cas concrets, 10 ans, 15 ans, 20 ans de demande, c'est très compliqué aujourd'hui, de par les process administratifs, que par vous avez parlé d'apartheid, il y a une véritable discrimination. C'est sûr que quand on est finlandais, marié avec un franco-français cadre, c'est plus facile d'accéder que lorsqu'on s'appelle Touré, on est marié avec un éboueur. Eh bien, je vais vous dire deux choses. D'abord, c'est fâcheux, cette situation est fâcheuse. C'est la réalité. Je trouve que... Et deuxièmement, moi, je ne suis pas au Parti socialiste comme vous, c'est-à-dire que vous devriez vous tourner vers les dirigeants de notre pays actuel, que vous soutenez, en leur demandant des comptes. Ce n'est pas à moi qui suis dans l'opposition qu'il faut en demander. Non mais j'entends bien. Et l'appartenance au Parti socialiste n'a rien à voir là-dessus. Vous disiez que c'est facile d'avoir la nationalité française. Et je vous réponds, Parti socialiste ou pas, aujourd'hui, ce n'est pas facile. On ne peut ne pas être pour le droit de vote des étrangers. Personnellement, parce que vous me mettez en cause en tant que socialiste, personnellement, je suis pour, mais il faut malheureusement le 2/3 du Congrès. En revanche, on ne peut pas affirmer qu'il est facile aujourd'hui d'accéder à la nationalité française. C'est totalement inexact. J'ai commis un peu un lapsus. Je voulais surtout dire que, notamment, la France, comme vous le savez, avec le droit du sol, quand vous êtes né en France de parents étrangers, vous avez facilement la nationalité ensuite à l'adolescence. Alors c'est vrai, ça c'est quand même automatique quasiment aussi, il suffit de la demander. Ce qui est vrai, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça s'est complexifié beaucoup et de façon à mon avis tout excessive pour des gens qui sont adultes. Encore faut-il, enfin voilà. Encore une fois, moi je ne suis pas. Je trouve mon appartenance à quel parti que ce soit n'a rien à voir avec le fait que c'est long, parce que ça remonte à 30 ans. Donc c'est un argument bateau. Vous êtes parti socialiste, donc vous ne pouvez pas. Bon, effectivement, qu'on soit de gauche, de droite, les faits sont les faits. Aujourd'hui, lorsqu'on est étranger et lorsqu'on veut procéder à une naturalisation, c'est compliqué, quel que soit le parti auquel on appartient. D'accord, je disais ça pour relativiser le ton un peu agressif que vous. C'était pas du tout agressif, c'était factuel. Allez. Je m'en excuse. On va accueillir Fonzi de Strasbourg. Bonsoir Fonzi. Oui, bonsoir. Alors,
Bienvenue dans Soleil Politique. Votre question à François Asselineau? Oui, bonsoir Monsieur Asselineau. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Moi, je m'interrogeais surtout en fait par rapport aux relations avec la Russie que la France a toujours voulu positives historiquement et qui là semble dégénérer pour cause d'Ukraine sur pression des États-Unis. Donc nous, on est entraînés dans ce mouvement-là. Vous dénoncez très bien cette chose-là. Par contre, comment fait-on pour en sortir? Parce qu'effectivement, les élections présidentielles sont dans longtemps. Il y a effectivement d'autres élections qui vont venir entre-temps, mais vous, à quel moment est-ce que vous pensez qu'on peut avoir notre mot à dire pour dire qu'on ne veut pas finir par faire une guerre à la Russie? Écoutez, j'avoue que je ne sais pas très bien à quoi répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, je voudrais corriger une toute petite chose. C'est pas tout à fait vrai de dire que la France a toujours été en bon terme avec la Russie. Charles de Gaulle, on va dire encore que une fois que je le cite, mais Charles de Gaulle disait à Alain Perfit cette phrase cette pensée que je crois très profonde. À chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Et à chaque fois qu'elle n'a été en mauvais terme, ça a été des mauvais moments. Il faisait d'ailleurs dater le début du déclin de la puissance française de l'invasion de la Russie de la Russie d'Alexandre Ier par Napoléon au début du XIXe siècle. De fait, si vous reconnaissez, si vous voyez bien les choses, lorsque la France a été en guerre avec la Russie, c'était en général, la France était en plein déclin. Je citais tout à l'heure Napoléon III, c'était lui qui a fait justement la guerre avec... il avait promis l'Empire, c'est la paix, il s'est mis avec les anglo-saxons et puis il a fait la guerre de Crimée, justement. Et en Crimée, il n'avait pas affaire à des soldats ukrainiens, mais à des soldats russes. On sait comment le Second Empire s'est terminé. On sait très exactement quelle était la position de la France de Pétain qui était contre l'URSS, etc. Je regrette que nous retombons dans ces travers. D'ailleurs, à chaque fois, ce sont des gouvernements qui sont de nature fascisante, qui s'opposent à la Russie. Alors, pour répondre maintenant à la question de cet auditeur, je partage son impatience. Simplement, il y a des gens souvent qui me disent « Mais vous êtes trop légaliste, vous respectez le droit, vous n'y arriverez jamais, etc. » Mais je dis « Comment voulez-vous qu'on fasse autrement ?» Moi, il y a des gens qui me disent « Il faut descendre avec les armes dans la rue. » Mais je dis « Mais allez-y donc. Il faut être raisonnable. Les Français sont dans un état d'apathie en ce moment. C'est pas seulement à cause du journaliste de RTL, c'est qu'ils sont dans un état effectivement complètement, une espèce de lavage de cerveau permanent. Michel appréciera. Qui m'invite. Et puis voilà, on aura une discussion au micro. Nous avons affaire à un véritable lavage de cerveau qui a été mis au peuple français. Et une des tâches que nous nous sommes fixées, Dieu sait si c'est difficile, c'est d'essayer déjà de repolitiser les gens, du moins de leur faire recroire dans la possibilité de changer les choses par l'action politique. Il nous reste quelques secondes avant la pause. Et la France doit-elle livrer les Mistral? Non. Ok. Allez, c'est la pause, on se retrouve. Excusez-moi, oui, pardon. Ah voilà, je me disais, tiens. Non, excusez-moi. La France doit livrer les Mistral. La France doit livrer les Mistral. On a fait plusieurs communiqués sur cette question. Excusez-moi, je pensais à autre chose. La France doit livrer les Mistral à la Russie. On a fait plusieurs communiqués là-dessus. C'est absolument scandaleux qu'on ne les livre pas. Et j'observe d'ailleurs que ceux qui ont dit qu'il ne fallait pas les livrer, notamment Alain Juppé, sont en fait en train de préparer l'élection présidentielle de 2017 pour se faire bien voir des Américains. Il est 19h, on va marquer une pause et puis on se retrouve tout de suite en compagnie de François Asselineau, Moustapha Kessous et Karim Bouhamran. À tout de suite. Allez, de retour dans Soleil Politique en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR, Moustapha Kessous du journal Le Monde et Karim Bouhamran, chroniqueur politique et apparenté PS. Non, pas apparenté. Non, absolument pas. J'assume totalement mon statut de socialiste dans la sphère privée et politique. En revanche, là, je ne suis pas là en tant que socialiste, je suis là en tant que chroniqueur politique. Moi, j'ai une question. Et à cet égard, c'est la raison pour laquelle j'ai loué la qualité des analyses géopolitiques. Ça fait 59 minutes. Moustapha Kessous, ça va prendre au standard Malika de Paris qui passante depuis un moment et Bernard du Tarn-et-Garonne. L'UPR nous rend nationaux. Hein, parce qu'on est essentiellement à Paris, Marseille, Nancy, Saint-Etienne. Donc, par la grâce d'Internet. Hein. Non, ça fait une petite heure qu'on discute, qu'on débat. J'ai l'impression, quand vous parlez,
qu'on ne vit pas en démocratie, qu'on vit dans une sorte de dictature qui ne dit pas son nom pour le coup. Est-ce que c'est le cas ou c'est pas le cas? Est-ce que je me trompe ou je me trompe pas? Non, je crois que c'était tout à fait vrai. Donc la démocratie est un leurre, faudrait réinventer autre chose. Je dirais qu'on est dans la démocratie du mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie formelle. Les gens, effectivement, ils vont mettre leur bulletin de vote, etc. Mais c'est une démocratie du mensonge parce que les médias sont très très largement verrouillés, on le disait tout à l'heure. Il y a également, vous savez, ces études qui ont été faites par les Américains qui montrent que plus vous passez à la télé, soit en direct, soit parce que les journalistes parlent de vous. Parce qu'il y a aussi tout ce bruit de fond. Actuellement, par exemple, il est question du Front National, matin, midi et soir et la nuit. Mais tout le temps, avec des gens qui poussent des cris d'orfraie. Ça fait 30 ans que le Front National non, mais là, ça prend des proportions. Ça fait 30 ans que le Front National, c'est la pierre angulaire de notre République. Oui, c'est vrai. Ça a été inventé notamment par Mitterrand, comme vous le savez, justement. Mais actuellement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et donc, et les Américains ont montré à quel point, plus vous passez dans les médias et plus vous avez de voix, il y a une corrélation terrible. Bon, donc c'est absolument fascinant. Le fameux vu à la télé. Oui, donc on peut le voir, par exemple, le battage médiatique qui a été fait pour l'élection de Sarkozy et pour le congrès du FN ce week-end. Ce sont des événements qui ne concernent que 19% des Français. Hein. Je signale que l'UMP et le parti et le Front National aux dernières élections européennes, à eux deux, ont fait 19% des inscrits. Sauf que le FN est arrivé en tête. Le FN est arrivé en tête, mais le FN est arrivé en tête par un effet. D'abord, il a eu une promotion colossale. Deuxièmement, je ne cesse de le dire, et les gens qui me contredisent peuvent aller le vérifier, le Front National ne monte pas. Le Front National, il monte en nombre d'électeurs votants, mais pas en nombre d'inscrits. En nombre d'inscrits, il ne monte pas. Il a un plafond de verre qui est de l'ordre de 13 à 14% des inscrits. On en a donc fait des tonnes pendant le week-end à nous parler de M. Sarkozy et de Mme Le Pen et de Mme LePen et de M. Sarkozy et de M. Sarkozy et de Mme Le Pen, etc. C'est du lavage de cerveau. Ça veut dire qu'on vote pour des animateurs télé? Oui. Et au même moment, il s'est passé un phénomène quand même significatif. Ça a été le 15e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar. Eh bien, on s'est passé quasiment à la trappe. Il n'y a que nous, je crois, qui avons fait un communiqué là-dessus. Il s'y est passé d'ailleurs des choses assez graves, notamment, Abdou Diouf qui avait fait un très bon travail, qui essayait de lutter contre la volonté de Hollande et de Sarkozy de détruire la francophonie. Et maintenant, il a été remplacé par une haïtienne qui a été gouverneure de la reine. Oui, une haïtienne devenue canadienne qui a répudié la nationalité française pour devenir gouverneure de la reine d'Angleterre au Canada. Et elle a c'est-à-dire une organisation purement coloniale. Hein, gouverneur britannique au Canada, c'est-à-dire le chef de, enfin, c'est purement honorifique, mais enfin, et d'ailleurs, elle n'a absolument pas aidé quoi que ce soit, d'ailleurs, le Québec et le Nouveau-Brunswick où on parle français. Bon, elle a d'ailleurs, lors de sa conversation, à peine nommée, elle a commencé par faire une déclaration pendant 10 minutes en anglais. Si vous trouvez que c'est bien que la francophonie fasse ça, bon, il se passe des choses au niveau de la francophonie, avec d'ailleurs, maintenant on vient de faire entrer le Mexique, le Costa Rica et le Kosovo dans la francophonie. Il y a une volonté délibérée de détruire de l'intérieur la francophonie. Bientôt, on va faire entrer la Chine. Moi, je voudrais qu'on fasse entrer l'Angleterre dans la francophonie. On avait quand même des anciens ports en Chine où ça parlait français. Oui, mais d'accord. Enfin, soyons sérieux. Pas des comptoirs, soyons sérieux. Nous sommes en faveur de revenir à des concepts qui aient du sens. Voilà. Alors, je cite cet exemple parce que voilà un vrai sujet de nature culturelle, linguistique, géopolitique. Les Français ont été complètement tenus à côté. La seule chose qui comptait, c'était de savoir Madame Le Pen, Monsieur Sarkozy, Madame Le Pen. Voilà. Allez, sans transition, on accueille Malika de Paris. Oui. Merci d'avoir patienté, Malika. Et je sais que vous avez patienté. Oui. Alors, votre question, Malika. Merci de me faire passer déjà. Non, mais c'est normal. Alors, je vous dis bonsoir. 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 S'il vous plaît, moi, ce que je constate, moi, je regarde la télé. Hein. Alors, Monsieur Hollande, si il se met avec les Américains, on ne va pas s'en sortir de tous les engrenades qui passent dans le monde par-ci, par-là. Par exemple, la Libye, la Syrie, l'Irak. Il ne reste plus rien de l'Irak. Donc, moi, ce que je veux, je vous dis ça comme ça, mon opinion. Si ces pays-là, ils étaient comme avant, la France,
elle n'aurait jamais de problème. Pourquoi? Parce qu'on est des gendres déjà. On achète et on vend, c'est-à-dire, comment qu'on appelle ça, le commerce entre les de ces pays-là. Et par exemple... Malika, votre question à François Célineau. Alors ma question, c'est pourquoi M. Hollande, il est parti à l'Ukraine. Pourquoi ils ont mélangé encore? D'accord, donc pourquoi la France est commence à s'engager en Ukraine? Écoutez, merci Malika pour votre question. C'est une question qu'on a déjà abordée de façon latérale tout à l'heure, c'est-à-dire que notre analyse à nous, et d'ailleurs je suis désolé de le souligner, mais nous sommes le seul mouvement politique français qui le disons, la construction européenne n'est pas une invention de Jean Monnet ou de Robert Schuman, ça c'était les pères porteurs, hein. C'est pas les pères fondateurs, c'était les pères porteurs. En réalité, ça a été promu par les États-Unis d'Amérique, sur d'ailleurs une idée qui remontait en fait, qui avait été développée par l'Allemagne hitlérienne pendant les années 30 et 40, la Nouvelle Europe, et une idée qui elle-même venait des grands concerns allemands et américains des années 20. Je le précise dans une conférence récente que j'ai faite qui s'appelle « Les origines cachées de la construction européenne ». Donc ce qui est terrible, mais vraiment terrible, c'est que la France, elle était... elle avait le magistère moral au Moyen-Orient. Les pays laïcs, les pays qui étaient modernes, hein, la Syrie, qui était le parti basse, la Turquie, l'Irak, c'est-à-dire, bien sûr, ce n'étaient pas des démocraties, je suis d'accord. Mais enfin, si on parle de démocratie, allons parler aussi de la démocratie du Bahreïn, où les manifestants sont mis en prison pendant 10 ans parce qu'ils ont manifesté contre la monarchie, ou bien parlons d'Arabie Saoudite, où l'on lapide les femmes adultères, etc., et où on décapite à tour de bras. Pourquoi on ne parle jamais de l'Arabie Saoudite et du Bahreïn? Parce que c'est le siège des États-Unis d'Amérique. Et nous sommes en train d'aller contre nos intérêts les plus fondamentaux. Nous avons participé à la destruction de ces régimes laïques. Pour faire quoi? Quelle a été au bout du compte la destruction de l'Irak, la destruction de la Libye et le fait de la Syrie, on ne sait pas très bien où ça en est. En fait, les Américains veulent détruire les États-nations pour avoir des foyers de purulence, pour ensuite qu'il n'y ait plus d'États qui puissent s'opposer à leur domination. Voilà, on pourrait d'ailleurs dire bien des choses sur qui se cache derrière l'État islamique, qui finance, qui fournit les armes, qui entraîne les pilotes. Au passage, si j'avais quelque chose à dire, c'est que nous souhaiterions que le gouvernement français fasse son mea culpa et réouvre son ambassade à Damas, que nous avons fermée, et avec des positions absolument scandaleuses qui ont été prises par M. Fabius. Il devrait présenter ses excuses, parce que non, il ne s'agit pas d'un soutien, bien sûr, mordicus au régime actuel de Bachir el-Assad, mais enfin... Nous avons le régime de Bachir el-Assad, il est ce qu'il est, mais ce que nous avons mis, enfin, ce que les Occidentaux ont mis à la place, il faut voir ce qui est en train d'arriver, c'est bien pire encore. Et les 200 000 morts d'Alep, par exemple, qui ont été bombardés par le régime d'Assad, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Les 200 000 morts, ça c'est vous qui dites, qui avancez ce chiffre. Alors ce sont les chiffres qu'on peut voir circuler dans les agences de presse. Oui. Donc si vous voulez, ça fait comme c'était comme également. Encore une fois, j'ai pas dit que Bachir el-Assad était quelqu'un de formidable. Je pose la question, attention. Mais j'ai dit que nous avons d'abord sur ces sujets, nous n'avons toujours que des informations extraordinairement biaisées, venant que d'une seule source, et que je dis que moi je me rappelle être allé en Irak du temps de Saddam Hussein, c'était une dictature, c'est vrai. Saddam Hussein était un tyran, c'est vrai qu'il exécutait quelques centaines de personnes par an, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ont fait les Occidentaux? Il y a eu plus d'1 million de morts et maintenant c'est un pays qui est entièrement détruit. Et la Libye de Kadhafi, c'était pas une démocratie. Les Occidentaux sans la France. Oui, mais grâce à qui? Il faut quand même le dire. Et grâce à qui? Parce que justement Chirac et Villepin en 2003 ont refusé ça. Ils se sont d'ailleurs opposés au deuxième pilier de Maastricht, qui est dans le traité, parce que normalement nous aurions dû aller avec les autres pays. Et la question de Malika, elle est quand même très juste, c'est que en réalité, notre appartenance à l'Union européenne, c'est ce que je disais tout à l'heure, est en train de nous entraîner vers ces conflits. Donc que ce soit Hollande, Sarkozy, Tartemuche, Barbemolle, etc. On est capable de ne pas être entraîné. Mais non, parce que maintenant... mais non. Regarde, déjà en 2003, nous avons refusé d'une certaine manière. L'Union européenne nous a pas obligés mais c'était parce que c'était encore Chirac. D'autant plus qu'il n'y a pas une véritable politique européenne, une politique de défense commune. C'était quand même encore Chirac. Bon, mais maintenant, c'est pas avec les paltoquets qu'on a à l'Élysée qu'on peut changer quoi que ce soit. Allez, on accueille tout de suite Bernard au standard qui nous appelle de Tarn-et-Garonne. Bonsoir Bernard, bienvenue. Bonsoir Monsieur Adri, merci de m'accorder un peu de temps sur votre antenne. Mais merci d'avoir patienté surtout, alors on vous écoute.
Bonsoir Monsieur Asselineau, bonsoir Monsieur Kessou, bonsoir Monsieur Boimran. Bonsoir Bernard. Et tout d'abord, je remercie Radio Soleil d'accorder du temps de parole à Monsieur Asselineau, qui est un monsieur qui apporte, la parole de Monsieur Asselineau apporte beaucoup d'air frais et nous change de ce que l'on entend habituellement sur nos médias dominants. Donc ma question pour Monsieur Asselineau, actuellement sur le territoire de notre République, nous assistons à quelques mouvements insurrectionnels qui ne font pas la une des journaux, bien sûr. Nous voyons des citoyens qui s'en prennent notamment au drapeau de l'Union européenne et qui décrochent ce symbole de l'Union européenne sur les frontons des mairies ou sur les façades des écoles publiques. Voilà, le drapeau européen qui est un symbole de l'UE que, je tiens quand même à rappeler, la France ne fait pas partie des 16 pays signataires de la déclaration 52 annexée au traité de Lisbonne, et donc la France n'a pas reconnu des symboles, n'a pas officiellement reconnu les symboles de l'Union européenne. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi être su. Voilà. Donc, je voudrais savoir, Monsieur Asselineau, que pensez-vous de toutes ces actions qu'on pourrait qualifier d'insurrectionnelles, pourquoi pas, donc contre l'un des symboles de l'UE, qui est le drapeau azur aux étoiles d'or. Merci Bernard pour votre question. François Asselineau. Alors, par principe, nous sommes un mouvement, c'est un de nos traits caractéristiques, nous sommes extrêmement respectueux du droit. Donc, en général, ce qui viole le droit, nous n'y sommes pas favorables. Notamment, par exemple, nous sommes très attentifs à sortir de l'Union européenne par l'article 50. J'explique dans cette conférence pourquoi c'est très important d'ailleurs de le faire. On ne peut d'ailleurs pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Il n'y a aucune clause de sortie dans les traités, etc. Alors, la question de Bernard, elle est un peu différente parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation là de droit flou, même de non-droit, puisque si on prend la Constitution de la Ve République, et l'emblème de la République française, c'est le drapeau tricolore. Donc ce drapeau bleu aux étoiles d'or est un drapeau qui s'est immiscé, que nous impose, mais qui n'a en fait aucune existence constitutionnelle en France. Et effectivement, dans le traité de Lisbonne, la France n'a pas reconnu ces symboles. Donc moi j'aimerais savoir en vertu de quoi on nous impose ces symboles bleus aux étoiles d'or. Je profite pour dire deux choses qui sont importantes, je crois. La première, c'est que quand vous allez au Royaume-Uni, moi j'ai une belle-sœur britannique. Bon, quand vous allez au Royaume-Uni, je dis ça parce que j'y vais de temps en temps, ça n'est nulle part le drapeau bleu aux étoiles d'or. Absolument nulle part. Sur aucun bâtiment public. J'ai demandé, mais comment ça se fait? Nous, on en a partout. On m'a expliqué que ça serait puni, ça serait fine, une amende, parce que ça serait un emblème qui n'est pas reconnu. Donc, c'est déjà un problème, si vous voulez, c'est que nous, on nous impose un drapeau européen prétendument dans une grande famille où les autres ne veulent pas. C'est comme si vous êtes marié puis que votre femme, le Royaume-Uni est entré en 72, donc ça fait maintenant 42 ans. C'est comme si vous êtes marié depuis 42 ans et votre femme refuse toujours de porter une alliance et de partir avec vous en vacances. Il y a un petit problème. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce drapeau bleu aux étoiles d'or n'est pas un drapeau laïque. Sa conception qui date des années 53-55 est une conception cachée. C'est en fait la Sainte Vierge. C'est le drapeau c'est la Vierge de l'Apocalypse, le chapitre 15 de l'Apocalypse de Jean. Que tout ça est parfaitement connu par les historiens. C'est la couleur du manteau de la Vierge. C'est le drapeau, les 12 étoiles. Non, je parle de la couleur bleue. C'est celle du manteau de la Vierge. Exactement. Et donc, d'ailleurs, ça avait été à l'époque, à l'origine, c'était une croix que les Turcs, c'était dans le cadre du Conseil de l'Europe. Alors, vous savez que la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe, et la Turquie, le Royaume-Uni, dans les années 50, avaient refusé justement ce drapeau avec une croix parce que les Britanniques ne voulaient pas non plus d'un drapeau de la Sainte Vierge, et donc c'est un truc qui a été sorti comme ça par la bande. Voilà, moi je dis que toute cette affaire, ce drapeau bleu aux étoiles d'or n'a aucune existence juridique, il faudra s'en défaire. De toute façon, lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, il sera démonté de tous les édifices publics. Karim Bouamran. Alors, on a bien entendu, on a bien écouté M. Asselineau sur les aspects géopolitiques, économiques, on va dire macro-politiques. On sait que l'UPR est un mouvement politique et
vous devriez présenter des listes pour les prochaines élections régionales de décembre 2015. On vous a pas beaucoup entendu sur l'aspect politique local, notamment sur l'aspect économique, sur les aspects éducatifs. On sait que les prérogatives du conseil régional, c'est surtout la construction de lycées, l'emploi, la formation. On aimerait bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui vous différencierait de Valérie Pécresse ou de Jean-Paul Huchon ou d'autres listes qui seraient face à vous? Alors, je parle pour la région Île-de-France, parce que je parle de la région la plus, j'imagine, que prioritaire pour mettre des candidats. Non, on va essayer d'être présent dans toutes les régions. C'est dans un peu plus d'un an. Pour nous, c'est un défi parce que malheureusement, il faut avoir de 2000 candidats et notamment, il faut avoir 1000 candidates, donc des femmes, parce que ce sont des listes à parité stricte. Or, vous savez qu'il est difficile, les femmes s'engagent moins facilement en politique. C'est d'ailleurs justement la raison pour laquelle ces lois de discrimination positive ont été adoptées, mais pour des mouvements politiques encore en développement, encore petits, c'est un peu difficile. Sur les questions de régional, nous aurons un discours qui n'a pas de grand rapport avec celui, je sais, on pourrait parler des attributions sur les collèges, sur les lycées, sur les ci, sur les ça. Nous allons aborder cette élection pour les régionales sous un autre angle, qui est celui des eurorégions. Parce que, et là aussi, nous sommes le seul mouvement politique à le dire, nous sommes face à un processus purement médité, réfléchi de destruction de la France, comme il y a d'ailleurs un processus purement médité, réfléchi de destruction de tous les États qui s'opposent aux États-Unis. Que dit l'Eurorégion, monsieur, sur les transports, par exemple? Non, mais attendez, avant de parler... les transports, non, mais c'est une question concrète. Les transports, une des prérogatives des régions, on a parlé des régions, l'UPR, je suis un électeur lambda, votre discours me séduit et je veux voter pour l'UPR. Que propose l'UPR sur les questions de transport, qui est une des prérogatives principale de la région? Mais écoutez, c'est concret. Ou sur la question d'emploi, ou sur les questions de lycée. Mais attendez, vous savez, de lycées dans les banlieues. Vous savez très bien que les électeurs, quand ils votent aux élections régionales, ne votent que très peu sur ce genre de sujet. D'ailleurs, tout le monde est favorable au transport, tout le monde est favorable à ce qu'il y ait des collèges. Donc ça, c'est pas. En revanche, les électeurs du PS, figurez-vous, vont voter pour le PS ou bien vont s'abstenir pour sanctionner le gouvernement. Et puis c'est comme ça pour tout. Nous allons profiter de ces élections pour attirer l'attention du peuple français sur un sujet d'une exceptionnelle gravité dont personne ne leur parle jamais. C'est le processus de destruction de la République qui est en cours par les régions. Nous sommes contre le fait que de plus en plus maintenant, l'État veut que les régions traitent directement avec Bruxelles. Nous sommes contre la suppression des départements. Nous voulons que, parce que ce qui se cache derrière, avec notamment aussi le développement des langues dites régionales, on voit le processus qui est au bout du compte. Au bout du compte, c'est ce qui vient de se passer en Écosse et en Catalogne. C'est-à-dire que des référendums pour progressivement démanteler les États-nations. Ah, vous pensez que progressivement en France, on va avoir des régions qui vont demander leur autonomie, oui, que ce soit la Bretagne, les Pays-Basques, la Corse, le Rhône-Alpes, la Normandie. Oui, tout est fait pour. Tout est fait pour, ou c'est la conséquence des politiques mises en œuvre? Non, tout est fait pour. Sciemment. Tout est fait pour faire croire sciemment aux gens que c'est le niveau national qui est mauvais. Et c'est le niveau national qu'il faut faire. Je vais vous faire passer, si vous voulez, une photo de John Kerry. Vous voyez qui c'est, John Kerry? C'est le secrétaire d'État américain qui porte un t-shirt avec le drapeau dit breton. BZH, ça vous pose pas problème? Vous savez d'ailleurs puisqu'on parle de drapeau, vous savez quelle est l'origine du drapeau breton? Ça a été créé en 1923 par Morvan Marshall, qui était un collabo notoire et un fasciste et un nazi d'ailleurs, qui a été frappé de la dignité nationale en 1944. C'est un copier-coller du drapeau américain, parce que du temps d'Anne de Bretagne, il n'y avait jamais le truc. C'est un copier-coller du drapeau américain. Les États-Unis veulent l'éclatement de la France? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la politique des eurorégions, à votre avis? Comment se fait-il que... vous connaissez le discours du président Clinton quand il a eu le prix Charlemagne en 2000? Allez voir notre conférence sur les eurorégions. Le président des États-Unis d'Amérique a eu le prix du grand européen en 2000. C'est déjà extraordinaire. Bon, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je suis content de voir réapparaître des régions, la Catalogne, l'Écosse, etc., qui sont pleines de vie. » Mais qu'est-ce que penseraient les États-Unis si le président de la République française allait, par exemple, aux États-Unis d'Amérique et allait voir les Hurons, les Iroquois, les Quaquas, etc., et les Cherokees en disant « Il faut développer les langues régionales, Cherokee, etc. Il faut redonner beaucoup plus de pouvoir. » Qu'est-ce qu'ils diraient les États-Unis? On vous sent très remonté lorsque vous parlez
de l'oncle Sam et du Royaume-Uni. Pas du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train d'être le royaume des unis. Mais parce qu'il y a derrière une volonté délibérée. Et cette volonté, c'est exactement la même qui se produit sous d'autres formes, avec ce qui s'est passé en Union soviétique, avec actuellement ce qui se passe en Chine. Tous les pourtours de la Chine sont attaqués de la même façon. Vous croyez que ça sort d'où, Occupy Hong Kong? Ça sort d'où? D'où viennent les financements? Tout le monde sait que c'est George Soros qui est derrière. Allez, il nous reste vraiment quelques minutes et on va pas se quitter sans vous poser une question sur les présidentielles 2017 qui a priori sont votre objectif, François Asselineau. C'est l'un des objectifs, mais vous savez, moi je suis pas comme d'autres qui passaient leur temps à se raser, vous savez, en se rasant, à pas penser à la présidentielle en se rasant. Faudrait que j'y pense. Hein. Bon, moi je suis pas comme ça. J'ai créé ce mouvement politique et là je suis vraiment très sérieux. Je l'ai créé. Les gens qui m'ont rejoint, c'est ma grande fierté, c'est que nous sommes un mouvement digne, de gens droits, des gens qui, vous savez ce que la différence entre un politicien, un politicard et un homme d'État. Un politicien, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération. Nous sommes convaincus que la situation est vraiment très grave parce que c'est la France, dont nous sommes tous redevables d'un patrimoine exceptionnel. C'est la France qui maintenant est directement menacée de destruction. Notre niveau de vie, notre indépendance, notre liberté, notre langue, notre culture, etc. Les questions climatiques, c'est dommage, on n'a pas évoqué cette question-là, sur les questions environnementales. Tout est attaqué. Et donc, effectivement, j'essaierai d'être à l'élection présidentielle de 2017. Je dis j'essaierai parce qu'il faut déjà avoir les 500 parrainages. Je pense qu'on les aura. À la différence de 2012, on était encore tout à fait un petit parti, mais on avait 700 adhérents en 2012. Donc là, comme c'est on x10 là depuis. Il y en a 10 fois plus. Et je pense qu'en début 2017, je pense qu'on aura, si tout va bien, on aura peut-être 20 000 ou 25 000 adhérents, puisque c'est quelque chose de sans cesse croissant. Et puis à ce moment-là, nous verrons. Voilà. Alors, je suis persuadé. Je vais vous dire. Et ça m'amène. Si j'avais accès aux médias de façon raisonnable, je parle des médias de grande diffusion, les médias comme vous faites votre travail de démocratie. Mais je dis, si j'avais un accès correct, normal, dans un pays qui se prétend démocratique aux médias de grande diffusion, si notamment j'avais la possibilité de débattre avec Madame Le Pen, ou avec Monsieur Mélenchon, ou avec Monsieur... Soyons fous, Nicolas Sarkozy. Non, mais Monsieur Sarkozy. Eh bien, je pense, vous verriez l'évolution brutale de la situation politique en France. Donc, alors, peut-on être président de la République française en étant contre l'Union européenne? Alors, avant de répondre, on va écouter un extrait, c'est Jacques Chirac, en 1979. Bougez Mahadri sur Radio Soleil, Soleil politique. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Alors, c'était en 1979. On a compris qu'il avait changé d'avis depuis. Et l'idée, c'était de dire on ne peut pas être élu, c'était dans une confidence, on ne peut pas être élu président de la République française si on est contre l'Europe. Donc, revirement de situation. Est-ce que... Oui, alors l'histoire, elle est très, très intéressante. C'est formidable ce que vous venez de ressortir. Parce que là, l'extrait que vous avez montré, c'est Jacques Chirac 1979, c'est quelques mois après le fameux appel de Cochin de 1978, qui, comme vous le savez sans doute, avait été rédigé par Pierre Juillet et Marie-France Garot. Et c'était à l'époque le Chirac qui défendait une ligne gaullienne. D'ailleurs, objectivement, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, quand vous réécoutez ça, vous dites c'est absolument prémonitoire. Ce qu'il dénonçait en 79, c'est exactement ce qui nous arrive. Donc la ligne Marie-France Garot-Pierre Juillet était la bonne, était la juste. C'est celle que nous voulons rétablir. Alors il est vrai qu'il y a un grand mystère dans la vie politique française, c'est ce qui s'est passé en 83. C'est à la même année que vous avez Jacques Chirac qui a abandonné le gaullisme, qui est devenu européiste, en disant effectivement cette confidence que vous citez, en France on ne peut plus être élu président de la République si on est contre l'Europe, confidence que paraît-il Mitterrand lui avait faite. Mais d'où Mitterrand tenait-il ça? À votre avis, vous pensez que c'est les Chinois qui lui ont dit? Qui est-ce qui a fait pression sur Mitterrand et sur Chirac? À votre avis,
il y a quand même, nous sommes le seul mouvement politique français à dire que nos problèmes numéro 1 viennent de ce que Mitterrand a dit juste avant de mourir, parce que là, pour le coup, il pouvait le dire. Nous avons affaire à la première puissance planétaire, celle qui dispose de l'arme du dollar, celle qui a la plus grande armée du monde, celle qui a tous les médias de grande diffusion à sa disposition. C'est elle dont nous sommes actuellement la proie. Alors effectivement, tout le monde se cache. Vous avez eu Juppé qui a dit que lui, il fallait pas livrer les Mistral. Monsieur Sarkozy qui a dit que lui, nous avons des gens qui se mettent à la disposition de l'oncle Sam, et c'est pareil au Parti socialiste. Donc c'est la conspiration. Non, c'est pas une conspiration, c'est la réalité de la situation. Regardez, est-ce que c'était la conspiration, ce que disait Chirac? Je dis exactement la même chose que ce que disait Chirac en 79. Alors, maintenant, nous avons un mouvement politique. La grande différence entre notre mouvement et les autres, et celui le RPR de 79, c'est que nous, c'est écrit dans notre charte fondatrice, qui n'a pas changé d'une virgule depuis 7 ans et demi. Notre objectif est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et je ne suis que le premier adhérent de ce mouvement politique. Si demain je décidais de dire finalement, vous savez, en fait il faudrait une autre Europe et si et ça, je recevrais d'un seul coup 99% des cartes me seraient renvoyées, et ou alors j'aurais simplement les gens qui me vireraient. Ils auraient bien raison de me virer de mon poste de président. Il nous reste quelques minutes, Karim Bouamran. Il nous reste quelques minutes, je vais juste, étant donné que... il en reste une minute. Une minute. Un mot sur les enjeux climatiques. On sait qu'à la conférence internationale novembre 2015, un bon dirigeant politique a pour but de préparer les prochaines générations. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est comme également les évolutions écologistes, environnementalistes, le fait que la croissance jusqu'à la fin des temps, les problèmes énergétiques, tout ça. Là, pour le coup, je ne peux pas faire autre chose compte tenu du temps de vous renvoyer à notre programme. Il y a toute une série de sujets sur lesquels nous proposons, une fois arrivés au pouvoir, de rendre aux Français leurs décisions, notamment d'avoir un grand débat sur les questions énergétiques. Finalement, on n'a jamais demandé aux Français ce qu'ils voulaient. Et si on met leur débat sur la table, c'est pareil pour la dette publique d'ailleurs, pareil sur l'immigration, tous ces grands sujets dont on parle, puis on n'a jamais dit aux Français, mais finalement, voilà toute la difficulté du problème, parce que ce sont des problèmes qui sont, quand vous rentrez dans le détail, c'est très compliqué, et puis que les Français se décident par eux-mêmes ce qu'ils veulent. Moi, j'ai une dernière chose. J'imagine la famille qui va à la boulangerie, qui dit « je voudrais une baguette, un croissant, un beignet au chocolat et 2 pâtisseries ». La boulangère va lui dire 2,10 €, elle va lui dire ah ben non c'est fini, nous sommes au franc. Il va lui dire 80 francs, il va avoir une recrudescence de crise cardiaque en France. 80 francs. C'est la raison. Non, c'est la raison. D'abord, vous soulignez au passage à juste titre que l'euro nous a considérablement appauvri à cause d'inflation, mais je vous signale que nous avons prévu de revenir à le franc nouveau sera la valeur de l'euro. Donc il dira c'est 2,10 francs et non pas 80 francs. Voilà. Et c'est terminé. Merci François Asselineau, président de l'UPR. Merci Karim Bouamran. Merci Moustapha Kessous. Merci Saleha pour la technique. Rediffusion ce soir dès 23h. Et bien sûr, je pense dès demain sur le site de l'UPR, parce que vous avez des équipes très dynamiques. Monsieur Asselineau, on vous laisse en compagnie du journal et à mardi prochain. Bye bye. Bougez Mahadri sur Radio Soleil, Soleil Politique.